Bonjour. Voilà. Bonjour à tous et à tous. Bienvenue au Karine Museum Café. On va attendre que quelques instants que les personnes se connectent au fur et à mesure et puis on commencera au plus tard à 11h35. J'espère que vous êtes tous en forme et prêts à partager ce moment entre nous. Je vais chercher mes oreillettes pour que le son soit un peu mieux. Très bien. Bonjour Magali. Bonjour. Bienvenue. Merci. Je disais qu'on attendait quelques instants que l'ensemble des personnes se connectent pour débuter, mais voilà, on attend juste 3 petites minutes et puis on débutera voilà, le Caring Museum Café. Comme ça s'appelle café, n'hésitez pas à prendre, voilà, en profiter pour aller vous chercher un café, une boisson et être à vos aises pour débuter cet échange et cette expérience, puisqu'on va aussi expérimenter. Alors, n'hésitez pas à couper vos micros. Ils ne sont pas coupés automatiquement sur cette session-là. J'entends des petites musiques, donc voilà, n'hésitez pas à couper, bien que voilà, comme on ne débute pas, si vous avez, n'hésitez pas voilà, à nous faire un petit coucou, un bonjour. Bonjour Roselyne, Bonjour, bonjour. bienvenue au Merci beaucoup. Karine Museum Café. Voilà, les gens continuent à arriver. Alors, cette séance, quelqu'un me demande si la séance est enregistrée. Donc oui, elle est enregistrée afin que on puisse en fait la diffuser ensuite au plus grand nombre et notamment à ceux qui n'ont pas pu se libérer sur aujourd'hui à ce moment-là. Donc, si cela vous pose problème, effectivement, c'est important de le savoir. Donc, la session elle sera disponible en replay et sera diffusée par Marjane Abadi dans un second temps. Voilà. Bonjour Sophie, Bonjour. je vois les petits messages. Ben, je vais commencer peut-être l'introduction, si cela vous va. Eh bien, bonjour à tous et à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir au Caring Museum Café avec un thème très, très passionnant et très prenant, l'immersion sensible pour réinventer les espaces culturels. Donc, je suis Marie-Hélène Avril, je suis responsable du développement des publics chez Cultival et j'aurai le grand plaisir de modérer ce moment de partage ensemble sur l'immersion sensible. Donc, durant cet atelier, nous allons partager ensemble des moments d'expérience, mais aussi des moments d'échange avec différentes institutions qui ont monté des projets avec Mindful Art et Marjane Abadi. Donc, on va voir ensemble quels peuvent être les bénéfices des médiations sensibles et émotionnelles, quels sont les enjeux et les étapes d'une telle proposition et du développement d'un tel projet, et également comment cette proposition, elle peut vraiment apporter au public et au non-public, à des personnes qui ne seraient pas forcément venues spontanément dans votre institution ou dans votre lieu. Donc, je vais présenter chacun de nos passionnants et passionnés intervenants du jour. Donc, on a avec nous aujourd'hui Marie Vidal de la Blache, qui est donc chargée de développement des publics, de la médiation, de l'accessibilité, de l'art et de la santé au Palais des Beaux-Arts de Lille. Gaëlan Van Can, qui lui est conservateur au Musée des Arts Anciens du Namurois Trésor Douani, donc en Belgique. Donc
nous sommes internationales sur cette session. Pauline Fleury, donc, qui est responsable des publics au musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine, et Marjane Abadi, qui est psychothérapeute et créatrice de la méthode Mindful Art. Alors sur cette session, donc comme je disais tout à l'heure, donc coupez bien tous vos micros. Ils ne sont pas coupés automatiquement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas au fur et à mesure à les écrire dans la conversation, dans le chat. Je les prendrai à la fin. On aura un moment d'échange de 15 minutes à la toute fin. Et puis, voilà, n'hésitez pas aussi, si cela vous est possible en tout cas, d'éteindre vos notifications, vos téléphones pour être vraiment sur un moment de partage ensemble, d'autant qu'on va, durant un court moment, expérimenter. Alors, du coup, pour commencer, il nous semblait important de parler de la médiation sensible et émotionnelle. Qu'est-ce que c'est et quel est le principe plus particulièrement de Mindful Art, Marjane? Bonjour Marie-Hélène et un tout grand merci à tous et à toutes et à nos intervenants d'être là pour permettre à tout un chacun de participer à cet atelier euh, qui a eu beaucoup de succès déjà au CITEM. Et merci pour cette question Marie-Hélène. Euh, alors, en fait, les médiations sensibles et sensorielles, c'est ramener les personnes à ressentir l'art avec leur corps, avec leurs émotions, tout simplement, c'est-à-dire sortir, faire un pas de côté, heu, avec notre approche qui peut être parfois très cérébrale, sans l'oublier. C'est un peu comme si vous écrivez d'habitude de la main droite et là, on va écrire un peu de la main gauche aussi. Mais je pense que, étant donné qu'on parle de ce type d'approche, le plus simple serait qu'on expérimente, si vous êtes d'accord, un court moment, ce que ça fait réellement dans notre corps. Donc, pour ça, ce que je vais vous inviter à faire, c'est fermer vos yeux parce que, évidemment, quand on a les yeux ouverts, il y a énormément de stimuli qui nous arrivent et le fait de fermer les yeux, ça permet simplement de recentrer notre attention sur nous-mêmes et de suivre ma voix qui va vous inviter à prendre une ample respiration. Cette respiration, laissez-vous, permettez-vous de ressentir les sensations que cela provoque au niveau de vos narines, au niveau de votre poitrine, de votre abdomen. Et alors que vous êtes dans cette conscience de votre corps, de votre présence, peut-être vous pouvez sentir qu'il y a des zones un peu tendues, par exemple les épaules. N'hésitez pas à bouger un peu les épaules. Observez déjà comment, dès qu'on pose notre attention quelque part et qu'on sort du mode faire, on peut avoir des informations intéressantes, ne serait-ce que par rapport à notre corps. Et je vous invite à vous poser la question de si depuis ce matin, vous avez pu rencontrer une forme ou une couleur qui vous a ébloui, ému, un peu votre wow depuis que vous avez ouvert les yeux ce matin. Parfois, la réponse à cette question est immédiate, parfois pas. Mais surtout pas de culpabilité si vous ne ressentez pas, si ça vous vient pas. C'est également intéressant. C'est intéressant parce que le plaisir esthétique, ce wow que vous aurez eu depuis ce matin peut-être, vous pouvez ressentir ce que ça vous fait dans le corps
ou si vous ne l'avez pas et que vous le cherchez, vous pouvez peut-être sentir, «Ah, next time, je le ferai». Donc vous voyez que cette conscience, ça modifie déjà quelque chose en nous et le plaisir esthétique vient nous nourrir naturellement. On sait que c'est très bon pour notre mental, c'est très bon pour le corps, c'est très bon pour nos émotions et vous voyez le lien que ça crée avec l'extérieur. Je sors de mon mental et je me dis: «De quoi est fait ma journée?» Et j'aime parler d'une phrase, qui dit: «Il n'y a pas de bonheur sans la conscience du bonheur». C'est-à-dire que là où on met notre attention à intention de se saisir du moment, saisir des belles choses et du bonheur que la vie nous offre, on peut y voir retrouver cette bonheur. Mais si on est en inconscience, on le voit pas. Permettez-vous d'ouvrir vos yeux et observez votre état. En quel état vous êtes? Peut-être vous êtes un peu plus détendu. Et là, vous venez d'expérimenter la puissance de mettre son attention et intention dans un lieu précis. Finalement, c'est la pleine conscience nous apprend, c'est ce que la pleine conscience nous apprend. Mettre de façon attentionnelle notre focus attentionnel quelque part. Il y a les 2 aspects, à la fois attention et intention, parce que je peux être avec un enfant, il peut capter mon attention, mais si mon intention voyage, si mon intention c'est de finir les mails que j'ai à écrire, finalement je ne suis pas avec mon enfant, je suis avec mes mails. Et j'aimerais vous partager maintenant ce que ça donne avec une œuvre d'art. Donc on va recommencer l'expérience si vous le voulez bien. Ça va, ça n'a pas été trop difficile cette première touche d'expérience. Parfait. Donc on va maintenant voir ce que ça donne à travers une œuvre d'art. Donc je vous invite à laisser vos yeux se fermer, à prendre une ample respiration et à l'expire, laissez vos yeux s'ouvrir sur ce qui est devant vous, comme si on venait de vous offrir ce bouquet ou que vous étiez tombé nez à nez au hasard de votre journée sur ce bouquet, peut-être dans un restaurant, dans un hôtel. Naturellement, pour les personnes qui sont historiennes, historiens d'art, vous allez penser aux vanités, voilà, vous voyez, il y a déjà le mental qui se met en route. Quelle époque c'est? Je vous invite à mettre tout ceci de côté et à simplement observer les formes et les couleurs qui sont devant vous et à peut-être observer s'il y a une forme qui vous donne envie d'aller l'explorer un peu plus près. Une fleur qui vous donnerait envie de sentir la douceur de ses pétales, de sentir son odeur. Prenez encore une ample respiration. Laissez sans culpabilité, sans précipitation, sans vous forcer, votre curiosité sortir des sentiers battus de touch and go et rentrer dans l'expérience de c'est là et je me laisse y aller, je me laisse l'observer. Peut-être que même s'il y a des fleurs comestibles et vous avez envie de les goûter, allez-y, je ne les connais pas. Et je vous invite à laisser vos yeux se fermer et avoir peut-être envie de sentir l'odeur de l'une de ces fleurs en approchant votre nez.
peut-être que vous pouvez même sentir les gratouilles et les chatouilles que ça provoque au niveau de vos narines. Évidemment, vous pouvez avoir ce mécanisme jugemental de notre esprit qui veut nous dire: je connais pas, j'aime pas, j'y arrive pas». On va laisser passer tout ça et juste jouer comme un enfant, comme un nouveau-né, à ressentir l'odeur de ces fleurs du mieux qu'on peut. Et là, en ouvrant les yeux, observez dans quel état vous êtes. Et vous voyez que nous venons de passer 3 étapes de la vision de la chose. Donc, on a porté notre attention, on a eu l'intention de percevoir les choses et c'est cette perception qui nous a permis de nous émouvoir peut-être, d'avoir des ressentis corporels et émotionnels. C'est un peu quand dans la si je fais le parallèle avec la vie de tous les jours, quand on est dans notre tête, on peut même pas voir, la beauté d'une rose qui est à côté de nous. Il y a une deuxième étape qui est d'être dans un jardin de roses où finalement, bon voilà, c'est joli, mais heu, on a à peu près la même réaction que le Petit Prince devant le jardin des roses, parce qu'il y a pas de relation et on arrive à être en lien, parfois, avec une rose en particulier ou une fleur en particulier et c'est là où quelque chose d'alchimique se produit, un peu comme pour le Petit Prince et sa rose. Et j'ai envie de finir cette introduction un peu longue, excusez-moi pour la longueur, mais c'était pour vous permettre vraiment de goûter, de quoi on parle, avec un poème d'un peintre et poète contemporain iranien qui dit, «J'ai pour métier la peinture. Parfois je crée grâce à la magie de la couleur une cage et je vous la vends, mes amis, pour que votre cœur solitaire s'y rafraîchisse». Et ce poème donnerait ceci en persan, heu: گاهگاهی قفسی می‌سازم که به آواز شقایق که در آن زندانی است دل تنهایی‌تان تازه شود. Bien, Voilà. Marjane, je crois que tu nous as transportés ailleurs, ou en tout cas sur un autre tempo. Personnellement, je trouve ça presque difficile de reprendre la parole. Je sens vraiment une quiétude, voilà, enfin plein d'émotions que je ne vais pas plus étaler que ça et partager que ça aujourd'hui. Mais merci, du coup, ça permet vraiment de poser, les choses. De quoi on parle quand on parle de méditation ou de médiation sensible et émotionnelle et de voir, le lien entre une méditation, «classique» entre guillemets et quand on a le rapport à l'œuvre. Alors si on va plus dans le enfin là, c'était donc très concret dans le ressenti et dans l'émotion, mais si on repart sur les projets, entre, toi Marjane et Marie, Gaëlan, Pauline, donc qui est les musées Clamy-Claudel, le musée des arts anciens du Namurois et le palais des beaux-arts de Lille. Finalement, c'est pas forcément si évident que ça, que le lien, voilà, se fasse. Donc, je voulais vous demander, Marie, Gaëlan, Pauline et Marjane, comment est-ce que votre collaboration avec, Mindful Art, s'était fait et quels enjeux, en fait, pourquoi est-ce que vous aviez, commencé à échanger, du coup, avec Marjane et pourquoi vous aviez envie
d'évoluer ou de faire des choses peut-être différentes par rapport à ce que vous aviez fait jusqu'à présent sur les médiations. Donc, je ne sais pas si Pauline, vous voulez commencer, sachant que voilà, vous avez une présentation. Je ne sais pas si vous voulez la passer, sinon je Euh, partage mon écran. oui, pourquoi pas, Ouais. je peux commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci Marjane pour cette parenthèse. Très, très agréable. Je vais en effet vous partager. Alors, excusez-moi, parce qu'il s'est fermé entre-temps. Sinon, moi, je peux partager Non, mais c'est ça plus prendra juste générique, ouais. quelques secondes, juste pour vous montrer quelques images en fait du musée Camille Claudel. Je ne sais pas si tout le monde le connaissait, si peut-être certains y sont allés ou pas encore. J'espère peut-être que là, ce Caring Museum Café vous en donnera envie. Voilà, j'arrive. Alors, dites-moi si C'est bon, ça ça s'affiche. Ouais. s'affiche. Superbe. J'ai mis un nom un petit peu plus grand. Voilà. Donc, le musée Camille Claudel, nous, on a un musée de sculpture. On est vraiment consacré à cet art-là, qui est en particulier la sculpture de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Donc, on a la chance d'avoir une collection assez vaste qui permet de dresser un panorama de cette époque-là, de parler des grands sculpteurs et des grands mouvements, des grands sujets aussi. Donc là, je vous ai montré un petit échantillon. Est-ce que... Ça reste pour l'instant figé sur... Ouais, c'est étrange. Mais peut-être que c'est juste un temps de connexion. Ouais, c'est un temps de chargement, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Vous voyez un Donc, petit peu d'autres choses. Donc, par exemple, là, des bas-reliefs de Bourdelle, d'Antoine Bourdelle, deux œuvres de jeunesse, très art nouveau. Vous voyez des corps de femmes sur des lits de fleurs. Et donc, on porte le nom de musée Camille Claudel parce qu'on a aussi donc, la plus grande collection au monde des œuvres de l'artiste. Mais comme vous l'avez compris, voilà, elle est replacée dans le contexte plus large de son époque. Euh, et après, voilà, on a cette quarantaine d'œuvres de Camille Claudel qui permet de voir un petit peu toute sa carrière et ses grandes œuvres. Et voilà, en quelques mots, on est à 1 heure de Paris, à 1 heure de train de la gare de l'Est. Et pour répondre donc à ta question, Marie-Hélène, donc nous, on a entamé la collaboration il y a quelques mois avec Marjane. Pour l'instant, on n'a pas encore proposé de moment. Justement, c'est en cours. Et il va y avoir trois choses proposées ensemble. Il va y avoir une séance comme là, en ligne, comme ce matin, où Marjane va proposer donc une méditation inspirée de sa méthode autour de la valse, donc qui est l'œuvre que vous voyez là à l'écran, la valse de Camille Claudel, qui est une de ses œuvres les plus célèbres. Donc là, vous êtes dans la salle du musée où on en expose 4 différentes versions. Donc, pourquoi est-ce qu'on a voulu proposer quelque chose avec Marjane? C'est justement un petit peu ce que vous disiez déjà, proposer un pas de côté, offrir un accès beaucoup plus direct à l'œuvre et qui soit pas justement vu à travers tous ces filtres et ces discours voilà, scientifiques, historiques, mais quelque chose de très accessible en fait à tout le monde. Et voilà, on croit que l'art et la perception de l'art et la méditation autour de l'art peuvent procurer voilà, du ressourcement, du bien-être. Et c'est pour ça qu'on a proposé ça avec Marjane. C'est d'ailleurs nouveau pour nous, tout ce qui est un peu care, bien-être au musée, on ne l'a pas vraiment encore développé. On a eu une séance de sophrologie jusque maintenant, en sachant que le musée a ouvert en 2017. Hein. On est un musée récent qui a ouvert Récent, ouais.
il y a il y a 7 ans maintenant. Donc voilà, on en a vraiment envie de, développer un peu plus ça. Donc on va faire une séance en ligne avec Marjane Abadi. Il y aura aussi une capsule sonore qui sera mise à disposition de tous les visiteurs dans la salle de la valse. Donc tout à chacun, en visitant le musée, pourra faire une expérience aussi méditative d'une dizaine de minutes face à l'œuvre elle-même. Donc ça, c'est une deuxième proposition. Et puis, il y aura aussi une séance avec Marjane in situ au musée, là encore, à côté de l'œuvre, pour vivre encore plus pleinement voilà, cette immersion sensorielle, pour reprendre le thème du jour. Ouais, donc on voit qu'il y a 3 formes en tout cas que Ouais. vous allez proposer. Vous avez choisi aussi 3 formes différentes en vous disant, voilà, je m'adapte peut-être à des publics différents ou je teste. Oui, c'était pour, en effet, essayer de toucher le plus de monde possible. Une séance en ligne comme aujourd'hui, bah, voilà, permet à chacun de se connecter depuis chez soi ou peut-être même du travail. Et donc là, on peut proposer cela à un grand nombre de personnes. Pour la séance au musée, bah, là, il faut venir au musée. Donc ça nous permet aussi peut-être de faire venir des gens qui ne seraient pas forcément venus, mais pour Mmh. vivre un moment comme celui-ci, eh ben, pousse la porte du musée. Et puis la capsule sonore, là aussi, elle fait intervenir une autre dimension qui est celle de la durée. Ça nous permet que ce soit pas juste un moment ponctuel, mais au contraire que ce soit à disposition du public tout le temps. Voilà, c'est pour un petit peu compléter. Ça va aussi être proposé à des moments différents. Par exemple, la séance en ligne, on va la proposer le dimanche 10 novembre. Et en fait, c'est notre week-end qu'on appelle Tous au musée, qui est vraiment un week-end où on a ambition de mélanger tous les publics en situation de handicap ou non, familiers du musée ou non, et donc pouvant aussi se rendre au musée ou non. Là, ça nous permet aussi d'être accessible pour les gens qui ne peuvent pas forcément aussi se déplacer parce qu'empêchés peut-être par une déficience physique Mmh. ou autre. Donc ça nous permet aussi de s'intégrer dans cet événement-là. Et la séance in situ qui aura lieu elle, le 26 janvier prochain, 2025, c'est dans le cadre de notre journée bien-être. Donc ce sera notre toute première Ah journée oui, bien-être. Voilà, ça nous super. permet aussi Mmh. d'étoffer notre programmation. Voilà. Oui, puis de mettre en avant en fait cette offre-là aussi. Ouais, Ben, merci merci. beaucoup. Donc effectivement, on en apprend plus sur les différentes formes effectivement de médiation et les différentes façons de toucher le public ou de mettre en relation et de ressentir en fait l'art pour les différentes personnes qui viendraient au musée. Je vais interroger maintenant Marie Vidal de Lablache du Palais des Beaux-Arts de Lille. Donc, vous êtes un palais des beaux-arts, donc un musée plus ancien que le musée Camille Claudel. Vous avez déjà fait pas mal de choses orientées autour du CAR ou de la santé. Pourquoi est-ce que vous avez choisi voilà, de collaborer avec Mindful Art et qu'est-ce que voilà, ça a été quoi pour vous les enjeux pour le Palais des Beaux-Arts de Lille et quelle forme en fait est-ce que ça prend? Bonjour à tous, merci beaucoup Marjane pour l'invitation et puis, ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui. Hem, pour le Palais des Beaux-Arts de Lille, le bien-être, ça fait assez longtemps qu'il est au cœur du PSC, donc nos actions, sont quand même assez, tournées autour de cette notion-là et moi, quand je suis arrivée au Palais des Beaux-Arts de Lille, donc c'est-à-dire il y a maintenant 6 mois, mon premier projet a été celui de Marjane. En fait, on s'est posé la question avec, mon ancienne chef de service qui s'appelle Juliette Barthélémy. La question de pourquoi quand on est dans un musée, on a tendance à passer très rapidement, d'une salle à une autre et qu'en fait, quand on a l'impression même de rester longtemps devant une œuvre, on reste, tout au plus entre 8 et 28 secondes, selon, les études, d'un chercheur avec lequel on travaille qui s'appelle Daniel Schmitt.
Et on est parti de ce constat-là, donc on passe peu de temps devant les œuvres, ou en tout cas, en moyenne, les visiteurs passent peu de temps. Comment on peut les inviter à ralentir? Et c'était assez intéressant comme question parce que, de prime abord, on s'est dit, «Il faut qu'à un moment, on crée un espace dans le musée, où les gens puissent s'asseoir, voire s'allonger, sans qu'on leur pose de questions, où ils se sentent, enfin, un moment où ils puissent se sentir à l'aise, de rester très longtemps devant un tableau». Donc on a eu l'opportunité d'avoir tout un espace au cœur de l'atrium qui avait déjà été utilisé pour des actions de médiation, et on a choisi d'en faire un espace qu'on a appelé «Ralentir, contempler, méditer», avec une seule œuvre de nos collections permanentes, que vous voyez là sur le visuel. Et on a choisi de faire appel à Marjane Abadi qui, depuis quelque temps déjà nous parlait de méditation devant les œuvres d'art. Et pour nous, c'était intéressant de proposer, d'aiguiller le visiteur sur, donc je passe du temps devant le tableau, mais qu'est-ce que je fais devant ce tableau? Et donc Marjane nous a aidés à construire un discours, audio qui est passé qui passe dans des enceintes tout autour, de cet espace qui est ouvert actuellement au musée, et ce pendant 6 mois. Hem Et donc l'idée, c'était que Marjane aiguille le visiteur en lui disant: «Regarde ça, voilà comment tu peux respirer et voilà ce que tu es autorisé à regarder et à te poser comme question devant l'œuvre d'art». Et le fait d'être aiguillé dans ce regard, on regarde la toile pendant un court instant, non plus comme une œuvre d'art qui est dans un musée, très institutionnel. Parce que c'est vrai que pour ceux qui connaissent le Palais des Beaux-Arts de Lille, c'est une grosse structure qui peut être assez effrayante, qui, de loin peut paraître assez élitiste. C'est un bâtiment du fin 19e qui est comme un espèce de grand château qui est installé comme ça au plein milieu de la ville. Donc on ne le loupe pas, mais on peut être inquiet à l'idée d'y rentrer. Et au Palais des Beaux-Arts de Lille, l'idée, c'est de se dire: «Comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens se sentent légitimes d'être dans nos collections, légitimes d'être devant un tableau et légitimes de se dire: "Ah, ce tableau-là, il me fait quelque chose en particulier"». Et donc Marjane nous a beaucoup aidés, par rapport à ça. Donc cet espace, il est tout rond. Il y a une seule œuvre d'art, des assises, donc des poufs, une grande moquette, des fat boys, des bancs quand même, et passe pendant 15 minutes, 15 minutes de méditation de Marjane, donc un peu comme ce qu'elle nous a présenté en début d'audio là, d'appel, et 15 minutes d'un paysage sonore qui a été fait, par un sound designer sur mesure, par rapport à cette toile-là. Et l'idée, c'était aussi de laisser respirer les gens et que, certains puissent s'asseoir sans forcément avoir, cette méditation dans les oreilles. Donc voilà, on était très contents de travailler avec Marjane. C'est un dispositif qui porte ses fruits puisqu'on a choisi de le d'en faire un sujet pour une étude, des publics. Est-ce que vous pouvez nous rappeler depuis quand il est, ça fait peu de temps, hein, qu'il est à disposition là du public? Il est ouvert depuis Ouais, mi-avril. En fait, c'était mi-avril, ouais, 2 mois. voilà, c'était Mmh à mh. l'occasion du Printemps impressionniste. Mmh mh. Au musée, on accueille, 4 toiles du musée d'Orsay de Monet, Mmh mh. plus 3 grandes œuvres de Joan Mitchell, les 2 artistes ayant habité à Vétheuil. Et en fait, on a choisi de faire une triple proposition entre, Monet à Vétheuil, Joan Mitchell à Vétheuil et cette proposition d'espace, ralentir, contempler, méditer. Mmh. Le but, c'était aussi d'expliquer aux visiteurs qu'une exposition, on peut la faire avec moins d'œuvres et on peut se promener dans un musée en se disant: «OK, je vais me concentrer sur, en tout et pour tout, 9, 10 œuvres, mais Mmh. je vais le faire d'une manière différente». Voilà. Et les retours alors, pardon, je vous ai coupé, ouais, Non, non, pas de des souci. publics ou de l'étude? Mmh mh. Bah, les retours, c'est très intéressant parce que déjà, il a fallu constituer une étude, ce qui en soi n'est pas très facile. On a eu la chance de recevoir, la semaine dernière au musée Anne-Sophie Grassin, qui travaille, au musée du Macval, qui est responsable des publics là-bas, et qui nous disait à quel point ça peut être compliqué d'étudier, la médiation sensible. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de très intérieur. Nous-mêmes, quand il se passe quelque chose pour nous, on ne saurait pas forcément l'expliquer. Et donc il a fallu constituer, un questionnaire, Mmh. et donc on s'est beaucoup aidé de Daniel Schmitt et du laboratoire Ximotion avec lequel on travaille sur des notions de bien-être depuis quasiment 10 ans. Mmh. Hem Et donc l'idée, c'était de voir l'évolution du niveau de bien-être ou en tout cas des ressentis personnels des visiteurs depuis l'entrée jusqu'à la sortie, en passant par, la bulle. Donc voilà. Et on a pas mal de retours, des retours très techniques en disant, voilà comment, niveau son, j'aurais préféré l'avoir, et puis, peut-être,
on nous incite beaucoup à renouveler la proposition un peu, à la manière du musée Camille Claudel avec des capsules, devant les œuvres d'art pour multiplier les expériences. Mais c'était assez intéressant parce que cette toile-là, elle est dans les collections depuis quasiment, accrochée constamment depuis maintenant 10 ans et il y a beaucoup de gens qui la redécouvrent aussi parce qu'il y a eu Mmh. un travail d'éclairage de la muséographie vraiment très fin et puis qu'en fait, on ne l'a jamais autant mise en valeur qu'aujourd'hui où Mmh. elle a un espace vraiment consacré. Mmh. Donc c'est vraiment très intéressant comme expérience Mmh. et on a Oui, une très grande global chance, finalement. Mmh. ouais et puis grande chance d'avoir une direction et des conservateurs très propices, aux Mmh. expériences de médiation sensible. Mmh. Donc voilà. Ouais. OK. Merci. Et bien, donc là, ce sont des systèmes de, voilà, et de capsules sonores, hein, et de médiation, en fait, animés par Marjane à un certain moment. Maintenant, on va s'intéresser du coup au Musée des Arts Anciens du Namuroa, Gaïlan. Oui, bonjour. Ouais, oui, bonjour. Bah voilà, enfin, même question. En fait, je voulais savoir, vous, dans votre musée, qui est un musée des arts anciens, donc encore un positionnement en soi différent, comment est-ce que vous en étiez arrivé à vous dire pourquoi pas voilà, proposer une médiation, voilà, sensible et émotionnelle? Comment est-ce que vous l'avez imaginé avec Marjane, et quels étaient vos objectifs et concrètement, voilà, qu'est-ce que ça a donné au niveau du projet? Merci beaucoup et à mon tour de dire le plaisir que j'ai d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle session autour donc de ces expériences Mindful Art et de son intérêt pour les musées. C'est quelque chose qui est assez neuf pour moi. Alors peut-être avant d'aborder le partenariat avec notamment Marjane, un petit mot aussi sur le musée qui n'est peut-être pas familier à toutes et tous. Alors, on se situe en plein centre de Namur. C'est donc bien un musée d'art ancien avec une collection qui va principalement du XIIe siècle jusqu'au XVIIe siècle, avec trois axes vraiment principaux. Le premier, c'est celui de l'orfèvrerie avec la conservation du trésor d'Hugo Denis, qui est d'ailleurs considéré comme une des 7 merveilles de Belgique. C'est un Mmh. trésor assez incroyable. Et point positif, si vous êtes en France, puisque je vous parle depuis Namur, mais en réalité à Paris, vous êtes mieux logés que nous, puisque le trésor se trouve actuellement sur le territoire français. Il est présenté temporairement à l'exposition Merveilleux trésor de Nid au Musée national du Moyen-Âge, donc musée de Cluny, jusqu'au 20 octobre. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous êtes de passage à Paris, j'imagine avant les JO, parce qu'après ça va se compliquer. Et donc, c'est un de nos premiers axes. Un deuxième axe, c'est celui de la peinture, et on va l'aborder puisque c'est vraiment celui qui a servi de base pour le partenariat avec Marjane. Et ici, sur le visuel, vous avez justement l'un de ces tableaux, un tableau d'Henri Blaise, peintre paysagiste du XVIe siècle, qui est un grand artiste de nos régions ici dans le Namurois et dont le musée est fier de posséder la plus grande collection d'œuvres de cet artiste au monde avec plus de 10 pièces. D'ailleurs, vous avez derrière moi un autre exemple de tableau de cet artiste qui est la dernière acquisition du musée. Il est entré dans les collections en décembre 2022, donc c'est vraiment tout récent. Et puis, un troisième aspect de nos collections, ce sont les sculptures et notamment la sculpture sur bois polychromé. Alors, comment rendre ces objets accessibles au plus large public? Eh bien, c'est vrai qu'on a longtemps cultivé au musée l'aspect dont Marjane parlait en début de présentation, c'est celui d'une approche principalement une approche historienne de l'art, c'est-à-dire avec cette volonté de décrire les œuvres sous leurs aspects techniques, sous leurs aspects historiques, également iconographiques, qui fonctionnent toujours et on continue à utiliser ces techniques. Et puis, il y a eu cette réflexion sur la manière d'appréhender les œuvres autrement. Et dans cette réflexion, il y a un événement que tout le monde a vécu plus ou moins difficilement, qui est venu se présenter sans qu'on ne demande rien du tout, qui est cette pandémie de Covid qui est venue et qui en fait contraint l'institution à fermer. Et en France, je pense que c'est la même chose. Les institutions culturelles ont dû mettre la clé sous la porte pendant un certain temps. Et en fait, on s'est très vite rendu compte, et je parle ici au nom de l'équipe et au nom de mon prédécesseur, puisque c'est lui qui a initié ce partenariat, rendu compte qu'il y avait un vrai besoin de renouer le contact,
que la culture était véritablement alors je ne sais plus quel était le terme exact, mais c'était un besoin de première nécessité. Voilà, il y avait vraiment, et ce qui fait que les musées ont eu la chance en Belgique très vite de pouvoir rouvrir moyennant la mise en place de certains dispositifs. Mais en fait, les équipes n'ont pas attendu cette réouverture et ont cherché à mettre en place des dispositifs qui permettaient de garder le contact. Et c'est ainsi que bien, le partenariat avec Mindful Art s'est créé avec l'élaboration d'une capsule sonore qui était accessible en mode hybride, donc en distanciel, avec des retours qui ont été extrêmement positifs, puisque justement on venait répondre à un besoin qui était ce besoin de contact, et puis parce qu'on proposait une approche qui était différente et qui était ouverte à un public plus large. Et donc on avait justement, on s'est rendu compte, c'est un des grands constats, des grands enseignements de cette expérience, c'est qu'en tant que musée d'art ancien, on travaille principalement sur de l'art religieux, l'orfèvrerie médiévale, les peintures d'Henri Blaise également, véhiculent toujours un message biblique et nécessitent toujours un bagage culturel qui n'est pas celui que possède toujours le public aujourd'hui, et c'est particulièrement frappant. J'ai eu l'occasion il y a encore récemment d'effectuer une visite guidée où en fait tous les concepts que l'on pensait acquis notamment vis-à-vis de l'iconographie biblique, ne sont plus forcément ancrés aujourd'hui. Et donc cette approche, cet art, eh bien, a un côté très intimidant. C'est vraiment ce qui est ressorti aussi d'une étude des publics effectuée à l'été 2023. C'est la dimension intimidante, la dimension effrayante, parfois même répulsive, qui fait que le visiteur, eh bien, hésite, voire choisit de ne pas franchir les portes du musée. Et donc une approche comme celle qui est prônée par Marjane, d'appréhender l'art autrement, en mettant de côté tous ces bagages, est venue comme une solution permettant de répondre à ce besoin spécifique à un public qui aujourd'hui bien n'ose pas franchir les portes du musée, et qui en fait découvre que bien dans un musée comme le nôtre, on développe une médiation accessible à l'ensemble des publics. C'est vraiment un enjeu, cette philosophie d'une ouverture au plus grand nombre et à un public diversifié. Oui, donc vous avez proposé cette approche, pour, dépasser un frein, d'accès à vos œuvres? Ouais. Exactement. En fait, bah, donc dans un premier temps, la réflexion était vraiment celle de garder le contact, de Mmh mh. garder ce lien avec nos visiteurs. Et puis, maintenant que le contact est de nouveau établi, maintenant que le musée est de nouveau accessible aux visiteurs, encore que vous voyez que je suis à Namur, mais je ne suis pas en réalité au musée. C'est un petit peu une ruse, puisque je suis dans une salle d'exposition délocalisée, puisque le musée a été entièrement vidé de ses collections pour travaux. Et donc ici, dans ce second temps, c'est vraiment de développer, oui, cette approche à un public plus large, d'ouvrir. C'est d'ailleurs aussi la réflexion qu'on a par rapport à des publics empêchés, notamment parce que atteints de handicap. Et donc finalement, ce partenariat avec Marjane, cette initiation à l'approche sensible de l'art, eh bien, elle vient s'ancrer à travers une réflexion beaucoup plus large sur l'accessibilité du musée et sur l'ouverture du public. Ouais, donc J'aimerais rajouter, pardon. pardon, Ouais. Oui. Marie-Hélène, Oui, j'aimerais non, rajouter quelque ouais. chose par rapport à ça. Hem, Excuse-moi, je crois qu'il y a un petit décalage. Hem, c'est que en fait, pour moi, l'importance de ce type d'approche, c'est, ça ne va pas réduire le l'intérêt esthétique et historique de Du l'œuvre, tout. mais ça vient vraiment juste toucher les personnes et les mettre en contact avec l'expérience humaine au sens le plus large et le plus noble possible, qui est la même qu'on ait vécu il y a 25 000 ans ou qu'on ait vécu il y a 50 ans ou aujourd'hui. On a les mêmes émotions, la peur, la tristesse, la colère, la joie. euh, et retoucher, nous recontacter nous reconnecter avec cette unité et cette humanité commune qu'on partage tous, au-delà de nos époques, de nos religions, de nos appartenances, nos différentes appartenances. Ça nous permet de, je pense, travailler quelque chose qui est essentiel euh, parce que
cette connexion nous amène également à la tolérance à l'autre, à l'écoute de l'autre. Mmh. Tout ce qui est similitude entre moi et l'autre m'invite à l'accueillir Oui. et je pense que c'est dans ce sens-là, c'est très important. Tout à fait et je pense vraiment que c'est conçu en complémentarité et donc c'est vraiment une plus-value qui est apportée pour appréhender les œuvres autrement, mais qui ne vient pas éclipser une autre approche qui reste tout à fait légitime. Et pour répondre justement à la question qui est ici dans la conversation sur est-ce que le visiteur s'interroge justement sur les aspects techniques? Alors, on ne l'a pas ressenti vraiment à travers la capsule parce que les choses étaient un peu plus cadrées et ne permettaient pas forcément d'approfondir les choses. Par contre, ce qui a été frappant, c'était dans le cadre d'une autre activité avec un public qui, lui, est un public d'apprenants du français, venant avec des bagages très, très différents. Et donc, certains n'avaient absolument aucune connaissance de l'iconographie chrétienne. Et donc, on a initié une approche qui était plutôt de l'approche émotionnelle, sans être de l'approche de pleine conscience comme celle que Marjane développe et simplement une ouverture à la discussion, sans évoquer les aspects techniques, sans évoquer les aspects iconographiques ou même les finalités des objets. Et en fait, assez naturellement, ce sont des questions qui sont venues sur la table. Et donc, le point d'entrée n'était pas celui-là, mais on en est arrivé à ces questionnements, puisqu'à un moment donné, il y a une interrogation sur l'objet, on a exprimé sa sensation, on a exprimé son ressenti, mais on a envie d'en savoir plus. Et ça, je pense que c'est important aussi, c'est que l'idée de savoir, elle est jamais non plus complètement éloignée. Je pense qu'on ouvre une porte d'accès par le biais de l'émotion, par le biais de la sensation, et on suscite une interrogation qui appelle bien souvent des questionnements sur la technique de l'objet, sur la finalité de l'objet. Et en fait, on va briser cette barrière qui était là initialement et on va aller au-delà et on va finalement faire passer le message qui est celui que le visiteur a envie d'entendre, hein. C'est plus en fonction de ces demandes qu'on va adapter notre contenu, mais on a créé une porte d'accès qui est une autre porte que celle qu'on a traditionnellement dans le musée. Et est-ce que, donc là, c'est intéressant, on voit que ça permet, d'accéder à l'œuvre, aux œuvres autrement, enfin de Mhm. les ressentir ou et de s'interroger différemment avant finalement d'aller, au final toujours aussi sur des aspects, plus classiques, on va dire, peut-être d'histoire de l'art ou de technique. Mais est-ce que en fait, ce type d'approche ne fait pas aussi peur à certains publics? Est-ce qu'il y en a pas qui ont pas certains publics qui vous ont dit: «Ah mais je sais pas trop, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je vais y arriver?» Je Alors, j'ai entendu certaines institutions qui se demandaient en fait, voilà, comment est-ce que ce serait reçu? Et du coup, est-ce qu'ils allaient vraiment le mettre en place ou est-ce que c'était pas pour une niche, simplement de certains types de personnes qui se sentiraient de faire de la méditation? Enfin, oui, et en fait, cette crainte, elle ne vient pas tant des visiteurs, elle vient plus en fait de l'équipe du musée ah oui. qui Mmh. parfois se demande si elle est légitime en fait pour réaliser ce type d'action. Est-ce que c'est le rôle du musée de proposer ce type d'action de manière beaucoup Mmh. plus large? Et d'ailleurs, en Belgique, c'est une réflexion qui est pleinement d'actualité puisque il y a juste quelques mois, une mention est passée au Sénat sur le rôle des musées dans cette perspective d'art-thérapie. Et Mmh. donc maintenant, vous avez la possibilité d'obtenir chez votre médecin une ordonnance qui vous permet d'obtenir une entrée gratuite dans un musée dans cette perspective d'art-thérapie. Et Mmh. donc l'idée de Caring Museum est également très présente et je pense, en tout cas à titre personnel, que le musée a véritablement un rôle à jouer comme acteur au niveau social et au niveau de la santé et santé mentale en particulier. Alors après, c'est vrai que ça suscite des interrogations sur notre légitimité et là encore, je suis intimement convaincu que c'est pas nécessairement les équipes de médiation qui ont déjà énormément de tâches à mener d'endosser ces responsabilités-là, d'autant plus que ça fait parfois émerger des réactions, des émotions qui sont difficiles à gérer pour, une personne qui n'est pas formée. Et on Mmh. pourrait, avec Marjane, vous raconter justement une expérience vécue au musée lors d'une session de pleine conscience d'un tableau de Bless, avec une personne présente qui était submergée, hein, véritablement par l'émotion,
parce qu'il y avait un passif, il y avait un bagage derrière qui lui évoquait toute une série de choses assez noires, en fait, hein, liées au deuil particulièrement. Et là, on est parfois démuni face à ce type de réaction. Et donc, je pense sincèrement que ce type d'action doit être mené avec des professionnels du métier, des professionnels de la santé. Et je pense que Marjane aura sûrement un avis à formuler sur la question pour éviter finalement Mmh. de faire pire que mieux, en sachant que derrière ces activités de pleine conscience est souvent liée l'idée d'une action de bien-être, mais qui est en réalité plutôt une action d'introspection, d'aller chercher à l'intérieur de soi ce que le tableau évoque, sur ce que ça a de positif, mais aussi sur ce que ça peut remuer comme Mmh mh. émotion. Et il faut être préparé à réagir à Mmh. ce genre de situation. Ouais, d'où l'intérêt là encore du partenariat avec Oui, effectivement, tout des à fait. expertises finalement qui se complètent. Il est déjà 12h22, donc il nous reste 8 minutes. Je fais timekeeper évidemment. Donc il y a quelques questions en fait, enfin on pourrait, hein, encore, j'ai plein de questions en soi, qu'on avait préparées, mais on va aussi l'intérêt est aussi de pouvoir, interagir avec vous tous. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation où je vois certaines personnes qui lèvent la main. Alors je prends déjà une question qui était dans le fil de la conversation. Donc, une personne qui nous demandait si ce type d'expérience changeait l'utilisation du smartphone par les visiteurs. Est-ce que du coup, vous avez vu un comportement différent? Euh, alors, pendant les sessions de méditation, forcément, il ne l'avait pas, mais peut-être que Marie, au Palais des Beaux-Arts de Lille, avec cette expérience avec peu de tableaux et une approche différente, vous avez vu un comportement des publics différent? J'ai du mal, enfin, à comprendre la question, c'est-à-dire quel est le Alors, en fait, comportement du le visiteur? smartphone est aujourd'hui, enfin, moi je l'interprète comme ça, hein, est aujourd'hui très présent dans les musées. Beaucoup de personnes l'ont à la main pour prendre des photos ou pour, il y a beaucoup de médiation. On peut, avec son smartphone, interagir avec des œuvres grâce à l'IA, par exemple. Voilà. Donc, le smartphone est finalement très présent dans les visites aujourd'hui, ce qui était forcément pas moins le cas il y a 15 ans. Donc, est-ce que le comportement des publics évolue et est différent avec l'approche qui est proposée, par exemple, au Palais des Beaux-Arts de Lille? Mais je pense qu'à partir du moment où on propose une action qui dénote un peu avec le reste du musée et qui vient surprendre le visiteur, il va se concentrer, pendant, le temps qu'il souhaite sur cette proposition-là. Heu, Après de manière générale, ça reste un outil, je pense, pour les gens, je sais pas, qui sert à communiquer sur où ce qu'ils voient et comme forcément c'est assez enfin, c'est pas assez innovant, mais c'est rare de voir un tel espace dans un Mmh musée. mh. Je pense que du coup, on en a qui prennent des photos, heu, il y en a forcément certains qui c'est les aléas aussi, qui vont choisir, cet espace comme un espace de détente et donc Mmh. qui, vont regarder l'œuvre avant de, se concentrer sur leur téléphone. Donc là, c'est le rôle de la médiation qui est, à l'entrée de cet espace, de dire que c'est pas forcément l'espace pour. J'ai pas vu une enfin, ça ne m'a pas marqué D'accord. spécialement comme OK. évolution, mais les gens sont effectivement plutôt concentrés sur la toile ou Mmh mh. en tout cas ils dorment. C'est une espèce Mmh. de d'état un peu, voilà. D'accord, et ils Ouais, profitent du moment. Mmh. exactement. Ils se posent. Ouais. Véronique, je vois que vous avez une question. Est-ce que vous voulez prendre la parole directement? C'est puisque je vois que vous ne l'avez pas écrite. Oui, excusez-moi, c'est juste pour faire une correction, toute petite correction concernant le fait, au sujet des prescriptions muséales, qui ont été réalisées en Belgique. Ça a en fait été qu'une expérience organisée par la ville de Bruxelles et ce n'est pas encore quelque Mmh. chose qui est courant. En fait, il faut encore, faire un gros travail pour qu'on puisse, obtenir cette reconnaissance, au Mmh. niveau des mutualités et cetera. Mmh. Voilà, c'était juste ça que Un je premier pas. voulais dire. D'accord. Voilà. Merci à vous. Sinon, je vois Magali qui demande: «Avez-vous eu des expériences spécifiques avec le jeune public? Les familles, les enseignants sont-ils sensibles à cette approche?» Effectivement, c'est une bonne question. À qui on s'adresse? Est-ce que c'est accessible à tout le monde et à ce public, jeune public et famille, enseignants? Je peux Je ne sais pas qui. répondre Ouais? peut-être dans un premier temps. En fait,
naturellement, très, très naturellement, les enfants sont plus dans le sens dans les sens et dans l'émotion que les adultes. Donc, une des choses que j'amène pendant les méditations, c'est de dire aux personnes, oubliez vos savoirs, redevenez un enfant qui découvre les choses. Vous voyez bien que quand vous donnez un hocher à un enfant, il va regarder sa forme, le goûter, le croquer, il va faire plein de choses avec avant d'émettre des sons avec. Donc, ils sont Mmh. beaucoup plus ouverts à l'expérience, mais malheureusement, rapidement, ça se perd. La méthode Mindful Art en particulier n'est pas forcément orientée pour ce public-là. Toutefois, il y a des gens qui s'en sont inspirés. Par exemple, je pense à Kathleen, qui est à l'ouest de la France. J'ai oublié le nom de famille. Elle travaille dans un musée avec qui donne sur la mer, à Quimper, je crois. Euh, qui se sont inspirés de Mindful Art pour amener des choses pour le public adolescent et pour les familles. Et moi, j'ai eu des feedbacks des personnes qui m'écrivaient en disant, j'ai pris votre livre, par exemple, je suis allée au musée d'Orsay et on a passé un très bon moment avec mes filles ou avec mon enfant. Mais moi, je n'ai pas un vocabulaire mais il y a d'autres qui le font très bien. Ça, Oui, c'est donc ça pour... peut vraiment s'adapter à tous les publics. Il faut juste adapter en soi sa méditation ou sa médiation à ce public-là. Ouais. Et même, pardon, Marie. juste quand on a réfléchi aux axes pédagogiques, à chaque fois, post-exposition, on présente nos expositions à des professeurs qui travaillent avec nous et qui ensuite donnent des lignes d'axes pédagogiques au reste des professeurs de la région. Et au début, ils étaient un peu réticents, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas trop quoi faire de cette histoire de méditation. Et puis au fur et à mesure, ils se sont rendus compte qu'il y avait un vrai lien avec ce que proposait l'éducation nationale en ce moment, d'organiser des temps de répit en début et en fin de journée pour les enfants, pour les inviter à se calmer et à ressentir des émotions très personnelles et, et de se concentrer sur son bien-être justement. Donc je sais que c'est quelque chose qui au fur et à mesure faisait un peu peur aux professeurs et puis ils s'en sont emparés. Et aujourd'hui, quand les professeurs viennent au musée, ça arrive de manière régulière qu'ils s'arrêtent dans cet espace-là. Et ils disent plutôt que ça marche assez bien et que les élèves sont assez intrigués par cet espace tout noir comme ça dans un musée. Donc voilà, ça a été notre expérience. Génial. Donc, en fait, ça s'est adapté. Extra. Mais Marie, je me permets juste, je sais que le temps est compté, mais c'est Oui, il y a vraiment, une vraiment dernière important question aussi. parce que pour les enfants et les jeunes, le fait que l'attention ne soit jamais de façon continue figée quelque part, ça crée des problèmes cognitifs importants. Donc, ce type de pratique, et à l'école et ailleurs, c'est vraiment essentiel. Une dernière question peut-être, enfin il est 29 donc c'est très très limite. Mais... Donc une personne demande si vous avez rencontré des expériences, enfin vous avez expérimenté ces techniques ou ces dispositifs avec des personnes âgées souffrant de la maladie d'Alzheimer ou démence apparentée. Alors je vois... J'imagine que ça s'adresse à moi ou aux personnes de musée, mais je peux voilà, je répondre. sais. Vas-y, oui, Marjane. Moi, j'ai déjà mis la démarche en place dans une EHPAD et, et je sais que pour nos aînés, tout ce qui peut raviver la mémoire sensorielle des odeurs, du goût et la mémoire émotionnelle est extrêmement important. Maintenant, je n'ai pas d'études par rapport aux personnes atteintes d'Alzheimer, mais dans une revue d'études que j'ai faite qui va sortir dans un livre en 2024 avec d'autres chercheurs, il y a une partie sur les aînés, mais là, je ne l'ai pas en mémoire. Si vous m'écrivez en privé, je peux vous trouver des articles que j'avais choisis pour ce revue de presse. Ok, merci. Non, mais c'est vrai qu'on voit que
les personnes atteintes d'Alzheimer qui vont au musée, qui ont cette chance d'être accompagnées, où il y a des offres en fait, de ce type-là, il y a un impact a priori positif. Je crois qu'il y a des articles de l'OMS également qui le montrent. On arrive au bout, il est 12h31. Je pense qu'il peut y avoir des questions qui n'ont pas été posées ou qui viennent après coup. Je pense qu'on peut dire que n'hésitez pas à vous rapprocher de chacun des intervenants si vous le souhaitez, pour peut-être des aspects plus concrets ou par rapport à des problématiques plus personnelles ou plus spécifiques à vos musées. En tout cas, c'était vraiment un plaisir d'être tous ensemble pour échanger sur cette immersion sensible, partager les différentes expériences. J'espère que vous avez, que ça vous a donné envie d'aller plus loin, de découvrir, que ça vous a donné envie des idées, de monter des projets ou d'aller plus loin sur ces thématiques. Merci beaucoup à tous, à nos intervenants comme à vous d'avoir partagé ce moment avec nous, et puis à très bientôt par ailleurs. Au revoir. Merci Marie-Hélène Merci. d'avoir Au revoir. animé cet atelier. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir. Et merci à Pauline, à Gaëlène, à Marie et à toutes les participants. C'est un plaisir de partager. Merci à Merci. vous. Merci. Beaucoup. Bonne journée. Bonne On journée. reprend les Caring Museum en septembre et en octobre, on est au Canada. Donc, n'hésitez Wouh. pas à les regarder. Oui. Génial.